À l'UPEX que nous avons entamé le mois dernier, c'est-à-dire une très rapide revue de presse, c'est pas exactement le terme, mais en tout cas un court instant, un point sur ce qui s'est passé au sein de l'Union européenne au cours du mois donc de février. Au cours du mois de février, il y a eu une très forte activité au sein de l'Union européenne. J'ai essayé, je vais faire vite, pour clarifier le propos, de distinguer ce qui s'est passé véritablement au sein de l'Union européenne et on dira quelques mots de ce qui s'est passé aussi à l'international, la relation de l'Union européenne sur la scène internationale. Alors, au sein de l'Union européenne, on va commencer par le plus gros morceau, le plus dur à bien des égards. C'est tout ce qui relève de la zone euro et de l'économie. En février, le 20 exactement, les ministres des Finances de la zone euro, ce qu'on appelle donc l'Eurogroupe, s'est mis d'accord pour un deuxième programme d'aide à la Grèce en accordant un prêt de 130 milliards d'euros, qui est la suite en réalité d'un prêt qui avait déjà été accordé de 110 milliards d'euros en mai 2010. Le tout accompagné évidemment de mesures très précises et d'engagements très précis de la part de la Grèce. C'est d'ailleurs, pour la petite histoire, la raison pour laquelle cette décision du 20 février avait été repoussée, décalée dans le temps, parce qu'on attendait des engagements précis de la Grèce. Ceci fait. Sans entrer dans le détail, ce qui est certain, c'est que cette nouvelle aide financière a conduit la Grèce à prendre des engagements, d'ores et déjà votés d'ailleurs, qui se traduisent concrètement par des baisses sur le montant des retraites, une baisse importante sur le salaire minimum grec, déjà plutôt modeste, avec un gel des salaires pour certaines catégories de salariés qui va se poursuivre sur un certain nombre d'années. Toujours au titre du volet économique, la grande nouveauté et l'actualité importante, c'est le pacte budgétaire qui a été voté cette fois, adopté le 1er de mars. C'est un nouveau traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, qui cette fois est donc établi dans sa version définitive, avec cette particularité qui a été beaucoup commentée. C'est un traité qui n'a pas permis l'accord du Royaume-Uni et de la République tchèque. Dans le détail, manifestement, c'est un traité très évidemment technique, qui prévoit des engagements très précis de la part de chaque État membre, avec des budgets donc nationaux qui vont devoir être en équilibre, et avec une série de mesures en substance, et pour ce que j'en ai compris, des mesures très particulières de contrôle, ou l'approfondissement plus exactement, de mesures de contrôle, dès lors que les États membres ne respecteront pas les engagements pris, avec la procédure que l'on connaissait déjà, mais qui est accentuée, dite des déficits excessifs. Et avec une obligation pour les États membres de communiquer toutes leurs principales décisions qu'ils prendront désormais en matière économique. On parle évidemment de la gouvernance dans la zone euro. On a même élu un président du sommet de la zone euro, qui se trouve être le président du Conseil actuel, Herman Van Rompuy, dont on dira quelques mots dans un petit instant. Au-delà de ce pacte budgétaire, et toujours sur le plan économique, il y a une nouveauté qui a été commentée dans les milieux un peu avertis au titre de l'Union européenne. C'est que pour la première fois, la Commission européenne a publié ce que l'on appelle le premier rapport d'alerte sur les déséquilibres macroéconomiques, qui est un dispositif qui résulte de ce que l'on appelle le CIPAC, qui avait été voté il y a quelques mois maintenant, et qui, à propos de ce rapport annuel, pointe du doigt notamment la France et le Royaume-Uni, qui sont montrés du doigt, notamment la France pour
une chute des exportations, un manque de compétitivité, et qui doit donc, premier rapport qui est important, voilà, parce qu'officiel. Toujours sur le plan économique, il y a, au-delà de la question de la Grèce, évidemment, des craintes à l'égard de certains autres États membres. On a beaucoup parlé du Portugal. Des experts de la Commission européenne se sont rendus au Portugal pour procéder à un examen précis de la situation du Portugal avec la Banque centrale européenne, le FMI, ce que l'on appelle donc la fameuse Troïka, puisque le Portugal a fait déjà l'objet d'une aide de la part de l'Union européenne en mai 2010. On a aussi, toujours sur le plan économique, et j'en termine par là, beaucoup parlé de la Hongrie, eu égard à sa situation économique seulement, en tout cas pour l'instant. La Hongrie est sous le coup de cette fameuse procédure que j'évoquais tout à l'heure, la procédure dite de déficit excessif, depuis d'ailleurs son adhésion, depuis 2004. Et sa situation ne s'étant pas améliorée, la Commission a pris des mesures pour que cet État puisse être à même, dans un délai relativement bref, de respecter ses engagements. Voilà pour le volet économique. J'essaye d'avancer. Toujours au sein de l'Union européenne, quelques mesures piochées ça et là au titre des activités législatives ou judiciaires. D'abord, il y a eu une séance plénière du Parlement européen qui s'est tenue mi-février, du 13 au 16 février. Pêle-mêle, de quoi a-t-il été question? Sur quel sujet les députés européens ont travaillé? Sur des sujets très techniques, dont par exemple la question du brevet européen, qui a abouti à l'adoption d'un nouveau texte. Bien évidemment, il a été question aussi de la situation économique. Et il a été question, on l'a beaucoup vu dans les médias, d'évaluer les dernières lois adoptées par la Hongrie, d'évaluer ces lois pour vérifier si elles respectaient ou si elles ne respectaient pas les valeurs européennes. Et il y a une résolution qui évidemment a été votée à l'encontre de la Hongrie. La presse n'était pas tendre sur ce sujet. Ça et là, toujours au titre de l'activité législative ou judiciaire, la France actuellement fait l'objet d'une procédure lancée par la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne. On est traduit devant les juges de l'Union européenne parce qu'on ne respecte pas nos engagements en matière de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates. C'était attendu, on avait déjà été condamné, mais finalement on n'avait pas eu à verser l'amende. Comme on n'est toujours pas en conformité sur ce sujet-là, eh bien, une procédure vient d'être lancée à l'encontre de la France. Toujours au titre des activités législatives au sens très large, un livre. Oui, je vais accélérer le pas. La Commission a publié un livre blanc sur les retraites. Non pas que les retraites fassent partie des compétences de l'Union européenne, évidemment, avec la volonté pourtant d'essayer de donner une impulsion, une cohérence d'ensemble sur les retraites avec des formules étonnantes et très polémiques. Au titre des activités très diverses, il faut quand même, je peux difficilement ne pas le dire, Herman Van Rompuy a été réélu au poste de président du Conseil. Il avait été élu donc pour la première fois en 2009. Il a achevé un mandat de 2 ans et demi, il en commence un autre de 2 ans et demi. Pourquoi a-t-il été réélu? Les commentaires, c'est d'abord que manifestement, tout le monde loue son travail discret. Pourtant, dans la presse européenne, il est souvent appelé la souris grise. Mais néanmoins, voilà, on loue son travail très sérieux. Et aussi, alors ceci découlant peut-être, je ne sais pas, de ce qui précède, mais parce qu'il n'avait pas de candidat en face. Voilà. Donc M. Van Rompuy a été réélu. Autre actualité, la Serbie est aujourd'hui officiellement candidate au sein de l'Union européenne.
C'est le 5e donc, État balkanique. C'est une procédure officielle hein, d'être candidat à l'Union européenne. Évidemment, on a aussi là beaucoup commenté d'autres prétendants à l'adhésion de l'Union européenne dont les dossiers avancent mal ou plus du tout. La Macédoine, par exemple, et évidemment la Turquie avec un dossier grosso modo enlisé depuis à peu près 2005. Autre actualité de l'Union européenne, l'Union européenne, c'est une nouveauté aussi, a été observatrice des élections au Sénégal. Et elle s'annonce pour être observatrice des élections législatives qui auront lieu en Algérie au mois de mai. À l'échelle internationale, mais j'ai plus le temps, ce qu'il faut noter, c'est que l'Union européenne a beaucoup œuvré au mois de février en rencontrant les dirigeants chinois pour établir des accords économiques, mais pas seulement, des accords avec l'Inde, qui sont des partenaires notamment économiques considérablement importants. L'Union européenne a levé un certain volet de sanctions à l'encontre de la Birmanie compte tenu des évolutions politiques récentes, et en revanche, elle a accentué les sanctions qu'elle avait déjà décidées il y a 6 mois à l'encontre de la Syrie. Voilà pour l'essentiel. Je laisse la place à nos conférenciers du jour. Voilà, voilà. Donc la parole est à Philippe Saltel qui va nous parler donc de la paix dans la philosophie du XVIIIe siècle. Je suis désolé pour le cafouillage et le retard que nous avons pris à l'allumage. C'est un peu une tradition quand un philosophe se sert de ce genre d'outil. Mais bon, je vais essayer de me débrouiller avec un PC, s'il vient de moi. Donc, l'idée, c'est évidemment qu'on parle d'Europe, qui est quand même la grande absente de cette... l'une des grandes absentes de cette campagne présidentielle, et d'en parler pour aller chercher un petit peu les fondements de l'Europe dans les idées philosophiques du XVIIIe siècle autour de Rousseau. Je dis bien autour de Rousseau. Donc, ce que j'ai prévu de vous présenter, c'est un petit exposé. Je vais essayer de surveiller le temps de cet exposé. Un petit exposé sur le pacifisme juridique au XVIIIe. Donc, j'ai élargi autour de Rousseau la question. Je pense que si je fais ça, non. Alors, voilà. Ça y est, j'ai trouvé la méthode. Alors, j'appelle pacifisme juridique des doctrines de philosophie politique qui proposent que la paix soit instituée par le droit. Et c'est, selon Max Weber, l'une des 8 espèces de pacifisme, par Max Weber, oui, pardon. J'ai fait une liste assez complète, enfin une liste complète de ces différents genres de pacifisme. Individualiste, par exemple, c'est un pacifisme qui est basé sur la non-violence, sur l'objection, c'est un geste pacifiste en soi, l'objection, à fondement chrétien, libéral économique, etc. Les communistes sont aussi des pacifistes à leur manière, et dans cette liste, on peut distinguer la caractéristique du pacifisme juridique, comme celui qui est fondé donc, sur le droit. On a une deuxième définition des pacifismes, une classification des pacifismes, c'est celle qui est proposée par Raymond Aron dans son ouvrage Guerre et paix entre les nations, et il distingue des pacifismes plus ou moins sérieux, selon qu'ils s'appuient ou non sur une théorie de la guerre, et selon qu'ils avancent ou non une théorie des moyens de la paix. On peut tout à fait être pacifiste naïf, en quelque sorte, et ne pas avoir de théorie de la guerre à l'appui du pacifisme, des raisons de la guerre et du droit de la guerre. On peut aussi avoir une sorte de pacifisme de bon cœur et considérer que si les gens étaient plus aimables, eh bien, la paix s'instituerait d'elle-même. Voilà. Et dans ces pacifismes qui ont une théorie de la guerre et qui ont une théorie des moyens de la paix, Raymond Aron, on distingue deux
Il dit qu'il y a un pacifisme par le droit, qui est le pacifisme juridique, et un pacifisme par la force, qui est un pacifisme hégémonique ou impérial. Moi, je retiens de cette classification de Raymond Aron que le pacifisme juridique admet le règne de la force. Dans ce sens, je place dans la succession moderne de la théorie de Hobbes. On va voir que au XVIIIe siècle, c'est souvent par rapport et en opposition à Hobbes que les théories pacifistes se développent. Et ensuite, il y a une autre influence importante, c'est l'influence de l'idée positive de la paix, c'est-à-dire la paix, ça n'est pas l'absence de guerre, on voit ça notamment chez Kant, mais la paix, c'est la concorde, c'est-à-dire qu'on a une définition là, qui vient à l'origine de Spinoza, hein, la paix est positive, la paix, c'est un mode de relation entre les individus, et non pas simplement une négation de la violence. Alors, il y a un précurseur du pacifisme juridique, il faut en parler, c'est Grotius, qui a écrit Le droit de la guerre et de la guerre. Alors, la théorie de Grotius est une théorie qui s'appuie sur un droit naturel non écrit, qui serait donc un droit antérieur et supérieur au droit positif, et il définit lui-même un droit de la guerre qu'on peut distinguer, qu'on peut séparé en trois parties, un droit de faire la guerre, à quel moment a-t-on véritablement le droit de faire la guerre, par exemple la guerre défensive, un droit dans la guerre, qu'a-t-on le droit de faire quand on fait la guerre, par exemple à l'égard des civils, à l'égard des populations civiles, à l'égard des prisonniers de guerre, et un droit après la guerre, un droit de la sortie de guerre, ou un droit des traités. Voilà. Et dans la théorie de Grotius, eh bien, le ressort du pacifisme, le ressort de la paix, c'est le fait que les individus tiennent leurs promesses. Et c'est ce qui va être, à mon sens, à l'origine des théories que l'on trouve au XVIIIe siècle. La grande théorie du XVIIIe siècle, celle que va commenter Rousseau, c'est la théorie de l'abbé de Saint-Pierre, qui en 1713 publie un projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Et ce projet se manifeste par une idée que l'on va pouvoir suivre au cours du XVIIIe siècle, c'est l'idée de confédération entre les nations. Alors la théorie de l'abbé de Saint-Pierre, qu'a commenté et critiqué Rousseau, c'est une théorie qui va contre la théorie de l'équilibre des forces. Les nations pourraient faire la paix de façon perpétuelle, c'est-à-dire sans qu'il y ait un terme assigné à cette paix, par une charte, un accord entre elles, un accord qui prévoirait notamment le statu quo des frontières, telles qu'elles sont, qui mettrait en place un corps politique européen, ce qu'on appelle un congrès d'arbitrage. Il y aurait une sorte de société des nations ou de congrès entre les différentes parties qui caractériserait donc la Confédération européenne. Et le ressort de ce passage par le droit vers la paix confédérale, c'est l'intérêt bien compris des souverains, l'abbé de Saint-Pierre pensant que les souverains sauront reconnaître que la paix est meilleure que la guerre pour l'intérêt de leur nation. Alors c'est à partir de là, évidemment, que les choses deviennent un petit peu plus complexes. Rousseau, à la demande de Madame Dupin, dont il est le secrétaire, écrit un résumé du projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre. Et il accompagne ce résumé d'un second texte, qui est le jugement sur le projet de paix perpétuelle. Et c'est ce jugement sur lequel je voudrais m'arrêter un petit peu, à savoir que, premièrement, Rousseau reconnaît tout le bien fondé de la proposition de l'abbé de Saint-Pierre. Le projet est très bon. Il est même, et c'est une formule qui est restée célèbre, trop bon pour être adopté. Trop bon pour être adopté, ça suppose quand même qu'il y a une critique fondamentale de Rousseau face au pacifisme juridique de l'abbé de Saint-Pierre. Cette critique, c'est la suivante, c'est que l'abbé de Saint-Pierre, comme Grotius,
comme Hobbes, finalement pense que la guerre est une tendance naturelle des hommes. Or, vous le savez, Rousseau a une autre théorie de l'homme de la nature, de l'homme civil. L'homme de la nature est innocent, amoral chez Rousseau, hein. C'est pas le bon sauvage, ce n'est pas exact de dire ça, mais néanmoins, la guerre n'est pas pour Rousseau dans la nature de l'homme, la guerre est un effet de l'état social et des structures politiques que se sont données les États. Rousseau ne cesse de répéter, il n'y a pas de guerre d'homme à homme, il n'y a de guerre que d'État à État. Et donc c'est par le droit des États que la guerre s'initie dans l'histoire des hommes, et c'est aussi par le droit, et là l'abbé de Saint-Pierre a raison, que la paix pourra se faire. Néanmoins, la paix par le droit ne peut pas se faire sans prendre en compte le fait que la guerre se fait aussi par le droit, et se fait aussi par le droit des États, autrement dit que la guerre est le fait des princes. Et la grande question de Rousseau, c'est de savoir si les princes peuvent être supposés raisonnables. Rousseau prend appui sur l'exemple qui est celui qui est pris par l'abbé de Saint-Pierre, qui est l'exemple de l'idée d'une république chrétienne, d'une ligue des chrétiens en Europe, le projet d'Henri IV et de Sully. C'est pour ça que j'ai mis le portrait d'Henri IV, parce que Rousseau, prenant cet exemple, dit, eh bien, si l'on voit comment Henri IV a fait avancer son projet, en réalité, il a fait avancer son projet en utilisant l'intérêt apparent des princes pour leur faire réaliser leur intérêt réel. Si je revenais à la diapositive précédente, Saint-Pierre dit l'intérêt bien compris, c'est une idée qui vient de Hobbes, l'intérêt bien compris des princes, c'est la paix, mais cet intérêt bien compris, répond Rousseau, eh bien, les princes n'y obéissent pas, les princes obéissent à leur intérêt immédiat, les États obéissent à leur intérêt immédiat, et leur intérêt immédiat, eh bien, c'est ce que Rousseau appelle l'intérêt apparent, celui qui apparaît aux princes. Et donc, l'idée de Rousseau, c'est donc de faire, en quelque sorte, comme Henri IV, ce qui est assez paradoxal, c'est-à-dire de faire réaliser l'intérêt réel en faisant suivre l'intérêt apparent. Autrement dit, en faisant avancer l'intérêt réel de façon masquée. C'est donc le bien qu'on fait avancer de façon masquée, et non pas le mal. Dans les relations humaines, c'est souvent le mal qui avance de façon masquée, sous l'apparence du bien. Eh bien, là, sous l'apparence de faire suivre aux États leur intérêt égoïste, un vrai politique, un politique qui voudrait, comme Henri IV et Sully l'ont voulu, une république des chrétiens, c'est-à-dire une confédération, une république européenne, eh bien, devrait faire exactement le contraire, il devrait faire croire aux princes qui suivent leur intérêt égoïste, alors qu'en fait, il leur fait servir l'intérêt de tous, le bien commun. Donc c'est ce que je dis comme premier point dans le jugement de Rousseau, que j'ai relu cet après-midi. On voit bien que ce serait l'intérêt collectif qui devrait s'avancer masqué. Il explique très longuement comment Henri IV et Sully s'y sont pris. Il explique que la guerre n'est pas naturelle, mais que la paix n'est pas naturelle non plus. Alors il y a une question intéressante quand même au sujet de Rousseau, c'est que Rousseau ne montre pas, dans les textes que nous avons de lui, ne montre pas une grande ferveur en faveur du cosmopolitisme, des grandes nations, de l'association des nations. On sait très bien que Rousseau envisageait son projet de contrat social pour de petites nations, pour de petits États, et pas du tout pour de grands États, et qu'il est très attaché aussi à l'idée de nation et à l'attachement national. J'ai mis en rouge une citation qui me semble bienvenue et comme toujours d'une très belle écriture. Rousseau, c'est l'une des plus belles langues françaises. L'amour de l'humanité donne beaucoup de vertus, j'étais obligé de couper, mais il n'inspire point le courage, ni la fermeté, etc. et de Rousseau. Il ne leur donne point cette énergie qu'ils reçoivent de l'amour de la patrie qui les élève jusqu'à l'héroïsme. Donc les hommes sont élevés par l'amour de la patrie jusqu'à l'héroïsme. Ils ont de l'énergie par l'amour de la patrie, et les vertus qui sont données par l'amour de l'humanité, eh bien, il leur manque en revanche l'énergie. Donc on peut s'interroger à juste titre sur l'engagement de Rousseau dans une idée confédérale qu'il semble néanmoins avoir défendue
dans son jugement sur le projet de paix perpétuelle, en avançant notamment l'exemple d'Henri IV et de Sully. Rousseau est-il fédéraliste? Je me suis posé la question et je crois qu'on peut se poser la question. Alors, j'ai apporté le contrat social parce que dans le contrat social, il y a, il ne faut pas l'oublier, un petit exergue au début du contrat social, un avertissement, qui est le suivant. Ce petit traité, le contrat social, le petit traité, est extrait d'un ouvrage plus étendu, entrepris autrefois sans avoir consulté mes forces et abandonné depuis longtemps. Des divers morceaux qu'on pouvait tirer de ce qui était fait, celui-ci est le plus considérable et m'a paru le moins indigne d'être offert au public. Le reste n'est déjà plus. Et dans plusieurs passages du contrat social, notamment dans un passage que j'ai relevé, Rousseau laisse entendre que finalement le texte qu'il ne nous donnera pas, le texte des institutions politiques, le grand ouvrage politique dont le contrat social ne serait qu'un morceau, aurait une partie consacrée au droit interne, qui est le contrat social, et une autre partie consacrée au droit international ou au droit externe, qui est la partie qui manque. Et notamment, j'ai relevé ce passage du chapitre 15 du livre 3, où Rousseau dit, il faudrait que je me retrouve parce que je voudrais avoir la phrase entière, l'avantage d'avoir porté l'ouvrage entier, voilà, livre 3, comme je vais un peu vite, je pense que j'ai le temps de lire ça. Tout bien examiné, je ne vois pas qu'il soit désormais possible au souverain de conserver parmi nous l'exercice de ses droits si la cité n'est très petite. Donc c'est bien l'idée qu'on a de Rousseau. Rousseau est attaché aux cités très petites, et le peuple souverain pourra exercer véritablement ses droits si la cité est petite. Vous savez l'attachement qu'il avait pour la Grèce, nous en avons parlé, à l'époque on admirait la Grèce, et vous savez aussi l'attachement qu'il avait pour Genève comme lieu où pourrait se mettre en place son projet. Donc il a quand même l'idée d'une cité très petite dans laquelle le peuple souverain peut exercer une démocratie directe. C'est ça l'idée de Rousseau. Mais si elle est très petite, elle sera subjuguée. Point d'interrogation. Une cité petite serait faible. Non. Je ferai voir ci-après comment on peut réunir la puissance extérieure d'un grand peuple avec la police aisée et le bon ordre d'un petit État. Or, quand il dit « je ferai voir ci-après comment on peut réunir la puissance extérieure d'un grand peuple avec la police aisée d'un petit État », il y a une petite note au sujet de ce ci-après, et la petite note, dont je vous ai mis un extrait dans la diapo, dit « c'est ce que je m'étais proposé de faire dans la suite de cet ouvrage », la suite qu'on n'a pas, qu'on n'aura jamais. Lorsqu'en traitant des relations externes, j'en serais venu aux confédérations, matière toute neuve et où les principes sont encore à établir. Donc Rousseau a bien un projet de traiter le concept de confédération. Mais malheureusement, ce traitement du concept de confédération par Rousseau, nous ne l'avons pas. Nous avons des fragments sur la guerre, nous avons les remarques sur le projet de paix perpétuelle de Saint-Pierre, mais nous n'avons pas, proprement parlé, cette idée de confédération. Néanmoins, à la fin du jugement sur Saint-Pierre, Rousseau fait une petite remarque que j'ai relevée aussi, où il dit la chose suivante, il dit qu'une Ligue européenne pourrait se faire, mais certainement pas par le droit comme l'a prévu Saint-Pierre, plutôt par la ruse, ou plus exactement par la force, comme finalement l'avaient prévu Henri IV et Sully. On ne voit point de ligue fédérative s'établir autrement que par des révolutions, dit-il. C'est la fin du jugement sur Saint-Pierre. Et sur ce principe, qui de nous oserait dire si cette Ligue européenne est à désirer ou à craindre? Elle ferait peut-être plus de mal tout d'un coup qu'elle n'en préviendrait pour des siècles. Donc l'idée de Rousseau, vous voyez, ah oui, il y a un pataquès là, non, un pataquès dans le désir. L'idée de Rousseau, donc, disais-je,
c'est que finalement, à juger le projet de l'abbé de Saint-Pierre, eh bien, ce ne sera pas par le droit, ce sera par autre chose que le droit, ce sera dans les faits. Il faudra qu'une Ligue européenne se fasse, dans les faits, soit par la ruse comme l'a fait Henri IV, soit, dit-il là, par une révolution, mais à ce moment-là, est-ce que le mouvement violent sur l'histoire sera véritablement désirable? Est-ce qu'il aura de bonnes conséquences? Ça, Rousseau n'en dit pas plus à ce sujet. Il a néanmoins, notre Rousseau, un successeur, et un successeur très important. C'est le successeur important dont il faut obligatoirement parler, parce que sur la question du pacifisme juridique, c'est le grand auteur. C'est Emmanuel Kant qui, dans la dernière période de sa vie, écrit une esquisse philosophique, ça s'intitule comme ça, dont nous disions tout à l'heure avec François Janton, il y avait sans doute 6 ou 7 traductions en cours actuellement dans le commerce, qui est un grand texte de Kant, qui est vers la paix perpétuelle. Alors, c'est un texte qui veut résoudre la contradiction manifeste, comme dit Rousseau. Contradiction manifeste, c'est dans un fragment sur la guerre. Rousseau dit qu'il y a une contradiction manifeste dans le genre humain, c'est que les hommes sont à l'état civil entre eux, dans leurs petits États, et ils sont à l'état de nature, entre nations. Et il y a une contradiction entre cette position qui est la nôtre, qui finalement nous sommes à la fois et des êtres civilisés dans le cadre de nos sociétés policées, et des êtres encore sauvages, même très sauvages, et drôlement sauvages, parce que c'est une sauvagerie secondaire, c'est pas la sauvagerie primitive, dans les relations internationales. Donc il s'agirait de résoudre cette contradiction manifeste. C'est encore une manière de dire, au plan international, que les hommes sont, comme disait Kant, dans une situation de sociable insociabilité ou de sociabilité insociable, ce qui fait que le texte vers la paix perpétuelle veut proposer, c'est un projet pour proposer une véritable solution. Voilà. Alors il y a de l'ironie, parce qu'au début du texte, Kant dit, cite un exemple, enfin quelque chose qu'il a rencontré dans sa vie, c'est une auberge qui se trouve en face d'un cimetière, et cette auberge porte pour nom à la paix perpétuelle. Et quand il y a la paix, ça ne sera jamais la paix des cimetières. C'est pas cette paix-là qu'il faut construire. Donc en ce sens, il est un successeur de Spinoza. Il ne le dit pas parce qu'au XVIIIe siècle, être spinoziste ou être obésien, c'est être athée, libertin, matérialiste. Enfin, il ne faut absolument pas prendre ce parti-là. Néanmoins, il y a quand même une filiation qu'on peut faire entre l'idée positive de la paix chez Spinoza et l'idée positive de la paix que Kant affiche dès le début du projet vers la paix perpétuelle. Et puis c'est un texte qui a un genre, et il écrit son projet de paix perpétuelle comme un traité de paix. C'est pour ça que j'ai écrit que c'était écrit more diplomatico. Certains auteurs ont écrit more geometrico. C'est le cas de Spinoza, parce que j'ai des étudiants dans la salle qui suivent le cours sur Spinoza en ce moment. Là, c'est more diplomatico, c'est à la manière des diplomates. À la manière des diplomates. Voilà pourquoi j'ai mis ces deux illustrations. Un véritable traité, c'est entre la France et l'Espagne, et un véritable cimetière. Le plan de ce texte remarquable, donc c'est un plan de traité avec des articles définitifs, des articles préliminaires, c'est-à-dire les conditions négatives pour que les articles définitifs puissent s'appliquer, des suppléments. Dans un traité, il y a des petits suppléments qui concernent les cas un peu particuliers, et des appendices. Seulement, c'est un traité philosophique, donc les articles préliminaires, les suppléments et les appendices ont une dimension philosophique, notamment morale, très importante. Les articles définitifs, eh bien ça c'était déjà chez Rousseau. Le premier article, il était déjà finalement chez Rousseau, parce que l'idée de Rousseau que ce sont les princes qui se font la guerre, et que les princes se font la guerre principalement pour deux motifs. Ils veulent gagner de la puissance à l'extérieur et ils veulent gagner du despotisme à l'intérieur. Ils veulent que leurs sujets leur obéissent, ils veulent gagner en obéissance et ils veulent gagner en puissance, mais au sens de la puissance notamment matérielle, en conquérant des territoires et des biens à l'extérieur. Or, contre cela, il est clair que
évidemment, Rousseau a son idée de la République, et chez Kant, on retrouve cette idée que des monarchies ou des régimes despotiques ne pourraient pas conclure entre eux la paix. Entre eux ou entre elles, puisque nous sommes journée de la femme, on peut bien ne pas faire prévaloir le masculin. Donc, le deuxième article définitif, la fédération. Donc là, il va accomplir le geste que Rousseau n'a pas eu le temps d'accomplir. C'est une fédération, et une fédération d'États libres qui produira la paix. Et ensuite, il y a une sorte de fondement de cette paix, ou d'article définitif plus fondamental, où l'on voit la racine chrétienne de l'idée de paix chez Kant, mais c'est une racine chrétienne qui vient de loi, elle vient de Grotius. Au-delà, on pourrait dire qu'elle vient d'Henri IV et Sully, que j'ai évoqué aussi. Cette racine chrétienne, c'est que la terre est le bien de tous les hommes, et que donc il n'y aura pas de paix véritable, que si la paix est véritable, c'est le droit de tous à la surface de la terre, c'est-à-dire, c'est très concret chez Rousseau, c'est le droit de visiter, de voyager, et d'aller de, c'est très concret chez Kant, pardon, d'aller de pays en pays. Kant, on va le voir, ne pense pas qu'il faille une disparition des nations ou des frontières, mais en revanche, en dépit de la distinction des nations, des cultures et des langues, la paix n'est véritablement accomplie, réalisée, que quand tous les hommes peuvent avoir droit à toute la surface de la terre. Les articles préliminaires, vous ai-je dit, ce sont les conditions négatives. Conditions négatives qui consistent principalement à renoncer. Donc c'est bien négatif, on renonce progressivement à la guerre et on y renonce grâce à quelques moyens qui sont là listés. Pas de traités hypocrites, c'est-à-dire pas de poursuite de la guerre à travers la paix, pas d'ingérence dans les autres nations, pas d'indignité dans la guerre, pas d'achat d'autres États, pas de course à l'armement et pas d'endettement. C'est un point important. Je ne vais pas évoquer un autre auteur qui traite peu de la paix, qui est un auteur anglais auquel je suis un peu attaché, qui est un contemporain de Rousseau, qui est Hume, qui considère que la racine de la guerre, c'est la dette. C'est la dette nationale, la véritable racine de la guerre. Mais il est plus conservateur que tous ces gens-là, c'est pour ça que je n'en parle pas. Et il ne s'est pas tellement avancé sur la question de la paix. Il considère que, dans le fond, les États sont bien comme ils sont. S'ils étaient plus raisonnables économiquement, tout irait beaucoup mieux. Il y a deux suppléments. Le premier supplément, c'est que la nature... Alors, le premier supplément, il est sérieux. Le deuxième aussi, il est sérieux, c'est l'illustration de témoin. Le premier supplément, c'est l'idée suivante, c'est que la nature favorise la paix par la distribution des hommes sur la terre, par la guerre. Alors ça, c'est une idée très originale. On pourrait presque voir du Hegel déjà chez Kant, une idée dialectique, en quelque sorte, dans cette idée kantienne que la guerre distribue les hommes sur toute la surface de la terre. Et dès lors, les hommes ont adopté des langues, des coutumes, des manières de vivre qui les séparent les uns des autres. On est bien d'accord, les hommes sont séparés en nations. Eh bien, cette séparation en nations crée, est la condition d'une relation entre les hommes, qui est une relation favorable à la paix, qui est la relation de commerce. Comme beaucoup d'auteurs du XVIIIe siècle, le commerce, qui n'est pas simplement le commerce matériel évidemment, mais la relation, le commerce, est pour Kant un outil de développement de l'humanité, de développement y compris moral de l'humanité. C'est-à-dire que le rapport à l'altérité est facilité finalement par la guerre. Et puis, le deuxième supplément, le deuxième appui à la paix, c'est le fait que les souverains doivent consulter les philosophes plutôt que les juristes. Donc, j'ai cherché partout des illustrations d'un philosophe et d'un juriste. J'en avais deux sous la main, donc je les ai prises. C'est qui la première photo? On voit pas. C'est lui. Ah bah c'est moi sur la première photo. Voilà, c'est un peu flou. C'est trop noir. Oui, oui, c'est moi qui suis sur la première photo.
Voilà, et puis, revenons à des choses sérieuses. C'est très sérieux, hein, cette histoire de consulter les philosophes plutôt que les juristes, parce qu'il y a une méfiance de Kant à l'égard des juristes. Les juristes peuvent, dit-il, mettre toujours le glaive dans la balance. Et donc, il ne faut pas leur faire confiance. Voilà, il ne faut pas leur faire confiance, parce que alors ils peuvent poursuivre la guerre à travers le droit. Pardon ? Sully disait qu'il fallait leur faire confiance. Eh bien, pas Kant. Mais pas Kant. Voilà. Deux appendices, donc les appendices sont extrêmement sérieux pour Kant, pour qui la morale est le centre de la philosophie. C'est qu'il s'agit finalement, à travers le développement de la paix, de concilier politique et morale. Et il y a un principe théorique qui est le principe de la liberté des hommes, et un principe pratique qui est la publicité des actions qui ont droit aux traits des autres hommes. Ça, ce sont les principes moraux de la paix, ce sont les fondements moraux de la paix. C'est-à-dire que ce sont des hommes libres qui font la paix. On ne peut pas faire la paix en y étant obligé, et ensuite, mais en n'y étant même pas obligé par ses désirs ou ses intérêts. Ce sont des hommes qui, volontairement, conduits par la raison, doivent faire la paix. La liberté, chez Kant, c'est une liberté de la raison, contre notamment les passions. Et un principe pratique, c'est que toutes les actions des gouvernants doivent être des actions publiques, on dit aujourd'hui transparentes. Hein, on aime bien affirmer cette transparence. À l'époque, on parlait de publicité. J'espère que je suis dans les temps, à peu près. Et l'horizon, eh bien l'horizon, il n'est pas européen. L'horizon, il est mondial pour Kant. C'est-à-dire que dans les suppléments, Kant dit bien que, dans les appendices, pardon, Kant dit bien que il espère dans le développement des États libres, des États de droit, et dans leur agrégation successive par le droit. Voilà, alors j'ai terminé, je ferai deux remarques en conclusion. Première remarque, c'est qu'au XVIIIe siècle, notamment par rapport à ce qu'on appelle l'école du droit naturel, et donc par rapport à Grotius, mais même dans les remarques de Rousseau et de Kant sur le projet de l'abbé de Saint-Pierre, eh bien, il y a un véritable souci du concret. Il ne s'agit pas de rêver la paix, c'est en lien avec les Lumières, n'est-ce pas, dans la mesure où ces philosophes sont bien d'origine chrétienne, mais pensent en dehors de ce cadre religieux. La paix ne peut pas être appuyée simplement sur la bonne volonté des individus. Pour la faire, il va falloir prendre en compte les racines de la guerre, véritablement. Donc, deuxième point, admettre le tempérament guerrier. Ça, on le trouve déjà chez Grotius et chez Saint-Pierre, ou chez Kant, et les ressorts de la guerre, y compris les ressorts politiques de la guerre. Alors ça, c'est beaucoup plus Rousseau, pour qui les ressorts de la guerre sont dans l'état social, dans le mauvais état social. Refuser que la paix soit un équilibre de dissuasion, ça, je pense que c'est particulièrement moderne comme idée. C'est une idée qui vient du XVIIe siècle. La paix, ça n'est pas l'équilibre des forces, c'est une autre relation, et cette autre relation, eh bien, c'est la paix positive. La paix positive, c'est donc la réunion des États sous une forme confédérale. Et puis, j'ai quand même quelques questions sur lesquelles je conclurai. La première question, eh bien, c'est une question qui vient de Rousseau, c'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, de l'intérêt réel des États, ils ont toujours des volontés particulières, ils ont toujours des intérêts apparents, mais qui sont aussi des intérêts qui leur sont propres. Par conséquent, je ne sais pas s'il suffit de projeter l'idée de confédération pour dépasser ces intérêts particuliers. Deuxième chose, je ne suis pas non plus tout à fait sûr que la nature ou l'histoire donne des indications, comme le pensait Kant. Kant pense véritablement que la morale, les valeurs morales sont incarnées dans l'histoire des hommes, et que l'on peut voir dans l'histoire des hommes ou dans la nature, notamment dans la beauté de la nature, des symboles de la grandeur morale de l'homme. Et dans l'histoire des hommes, des signes de ce développement moral de l'homme. C'est peut-être un petit peu idéaliste, et puis il faut sans doute prendre en compte aussi le fait que tous ces penseurs
pensent des guerres d'un type particulier, qui sont des guerres nationales, des guerres de nation à nation. Or, nous avons affaire aussi à d'autres types de guerres que des guerres qui mettent en jeu des armées les unes contre les autres. Nous avons aussi affaire à des guerres qu'ils n'ont pas connues, qui sont des guerres dans lesquelles les destructions sont beaucoup plus importantes, notamment sur les civils, des guerres d'extermination, pour ainsi dire, qui n'étaient pas évidemment la guerre faite par, bien qu'elle soit très violente, hein, la guerre faite par les professionnels de la guerre, qu'ils soient mercenaires ou qu'ils soient aristocrates, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Voilà. Et puis, ma petite conclusion personnelle, c'est que entre les deux, il y a quand même une lutte de géants, qui est une lutte sans doute plutôt interne dans la nature humaine, entre les pulsions de concorde et les pulsions de discorde. Si vous me permettez de terminer par cette note un petit peu freudienne, mais là, nous avons dépassé le cadre de mon exposé. Voilà. Ah, il n'y a pas de souris, donc c'est avec le... Ah, ça y est, je le vois. Je le voyais vraiment pas. Non, mais je vais l'ouvrir mon fichier à partir de... Parce que j'ai fait aussi un petit... Là. Là, il faut qu'il fasse... Ah, je crois qu'il a gardé. Comment on fait? Attends, voilà, ici. Très bien. Voilà, très bien. Voilà. Quand on a une machine à laquelle on voit là, et on commence, j'ai 4 diapositives, ce sera beaucoup plus rapide. C'était prévu comme ça. Hein, mais on souhaite qu'il accepte de s'ouvrir, de faire ce que je lui demande. Et si on coupait la lumière, voilà. Peut-être mieux le voir. Pardon? Si on coupait la lumière, d'accord. Oui, ça m'embêterait un peu. Moi, j'aurais un peu pas lire, mais voir des notes de citations que je ne sais pas par cœur. Mais peut-être. Voilà. Déjà, ça, c'est mieux. Ça, c'est déjà mieux. Donc, je vais être assez rapide. Hein, il est 21h08, donc 1 minute, un quart d'heure. Et j'ai découpé en gros, je raconte la suite de l'histoire. Hein, j'essaie de la raconter. D'un point de vue bien sûr forcément subjectif, c'est une histoire absolument énorme. Je dis d'ailleurs en passant que je suis très triste en tant qu'universitaire de constater que les jeunes que j'ai qui sortent du baccalauréat n'ont aucune notion de ce qui s'est passé au XIXe siècle. Ça n'apparaît pas dans les programmes d'histoire et je trouve ça vraiment très grave. On va le voir là parce que c'est quand même les fondements de toute la vie politique que nous avons. Alors bien sûr, ils l'apprennent s'ils font des études d'histoire ou des études de droit. Mais il y a certains types d'études où on ne l'apprendra jamais, et c'est quand même vraiment dommage que les études soient organisées comme ça. Alors, mon premier, donc le texte de Kant, dans le texte de Kant, il y a une allusion à la Révolution française. Donc tout cela, ça se passe à l'époque de la Révolution française. La première chose, c'est une citation de... Est-ce qu'il y a une pensée de l'Europe chez les révolutionnaires? Je crois qu'ils n'ont pas eu le temps vraiment d'en développer une. Ils avaient une pensée de la nation. En revanche, il y avait une pensée de la guerre. Et nous savons tous que les montagnards, les jacobins, donc l'aile avancée des jacobins, Robespierre, ne voulaient pas la guerre. Ils ne voulaient pas la guerre parce que l'idée fondamentale de Robespierre, c'est qu'on ne peut pas exporter la révolution en faisant la guerre. Hein, la citation un peu plus longue, la plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique est de croire qu'il suffise à un peuple d'entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa constitution, par exemple, si elles sont républicaines. Donc on ne peut pas importer la République, la souveraineté du peuple, peut-être même la démocratie, par les armes. Ça, c'est une première notion. La Révolution française
par exemple, moi je suis germaniste, elle est très ambivalente, parce que la Révolution française, c'est aussi celle qui a pensé à la nation, celle qui a développé des concepts comme ceux de frontières naturelles, qui eux ont été tout à fait dans l'autre sens. Alors ensuite, nous avons l'époque napoléonienne. Alors Napoléon, quand il doit donc abdiquer d'abord à Fontainebleau, puis ensuite la deuxième fois on le met à Sainte-Hélène pour qu'il ne revienne plus. Et donc là, dès le retour de l'île d'Elbe, dans l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, il dit que son idée était de créer un grand système fédératif européen. Alors c'est une chose sur laquelle il revient beaucoup après à Sainte-Hélène. Donc il se présente en fait comme, au fond, celui qui réalise le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre et les idéaux des Lumières. C'est sans doute, si on regarde de plus près, là ce serait vraiment à discuter, c'est sans doute une lecture postérieure à ce qu'il a fait, mais ça n'est quand même pas tout à fait étranger à ce qu'il a fait, mais il y a aussi une partie un peu corse de répartition du butin, il y a aussi une partie dynastique, etc. Mais en tout cas, nous avons un ordre qui s'établit après ces choses-là qui quand même parlent, sont sensibles au sujet qui était débattu par l'abbé de Saint-Pierre, Rousseau et Kant, chez les révolutionnaires et chez Napoléon. Et ici, nous avons tout à fait autre chose. Nous avons le retour, la Restauration, la Sainte Alliance et la Jeune Europe. Alors la Sainte Alliance, c'est l'image de droite que je l'ai mise en noir et blanc. J'étais trop content de Frédéric Guillaume III de Prusse, François Ier d'Autriche, Alexandre Ier de Russie. Ce sont des gens qui donc veulent empêcher le succès des idées nouvelles, des idées neuves en Europe. Donc ils créent une sainte alliance, donc avec la religion joue un grand rôle, l'idée de monarchie de droit divin, empêcher la souveraineté du peuple. Et il s'agit donc de geler l'ordre européen. Nous sommes bien comme ça. Alors c'est une idée complètement contradictoire, mais cela dit, elle a quand même duré, cette Sainte Alliance, une quarantaine d'années à peu près. Elle a duré jusqu'à la guerre de Crimée. Elle a permis de geler effectivement l'ordre européen. Mais elle s'est heurtée, bien sûr, au mouvement qui était dans tous les pays. Donc moi, je suis germaniste, j'ai pris un exemple allemand, le rassemblement libéral de Rambach en 1832, et ce qu'on appelle en fait le printemps des peuples. C'est-à-dire que là, ce sont des gens qui font des discours qui sont très très émouvants, où ils disent tous les peuples européens sont solidaires, nous nous battons tous contre les mêmes, ce sont les princes, ce sont ceux qui nous oppriment, ce sont ceux qui créent la discrimination. Nous nous battons pour les mêmes choses, nous sommes tous solidaires. Ce que font les Grecs, c'est formidable. Ce qu'obtiennent déjà les Français sous Louis-Philippe, c'est formidable. Ce que les Anglais sont en train d'instiller dans leur mode de gouvernement, c'est vraiment un modèle aussi, et nous voulons la même chose, et les Polonais aussi, etc. etc. Donc bien sûr, c'est le printemps des peuples, c'est très utopique, et tout cela, c'est ce qu'on appelle le mouvement de la jeune Europe. Alors la jeune Europe, du côté italien, qui à Grenoble est plus connu, c'est bien sûr Giuseppe Mazzini, et du côté allemand, c'est par exemple le poète Heinrich Heine, qui est un énorme poète, qui vivait en France, qui a écrit en français, et dont la lecture permet de penser toute l'histoire européenne, y compris la philosophie. Alors par exemple, il y a un poème de Heine, je citerai ma traduction, je ne citerai pas en allemand, bien qu'il soit très beau en allemand. C'est un poème donc, de 1800, dans les années 40. Demoiselle Europe est fiancée au génie de la liberté. Ils se tiennent embrassés, enivrés par ce premier baiser. Et même si la bénédiction des curés manque, ce mariage n'en est pas moins valable. Vive le marié et la mariée et leurs futurs enfants. Donc là, il y a un rêve de l'unité européenne. Alors cette unité européenne, ce rêve, il s'effondre bien sûr avec la révolution de 1848 pour différentes raisons. D'abord parce que les mouvements nationaux échouent, sont réprimés. En Hongrie, la Pologne elle est toujours réprimée régulièrement. En Allemagne, bien entendu, c'est réprimé. En France aussi, c'est l'élection de Louis-Napoléon, et après les coups d'État, tout cela échoue. Un autre aspect quand même que moi on ne m'apprenait pas au lycée, c'est que la France intervient de 1948 pour empêcher que le Parlement démocratiquement élu allemand, qui tente d'imposer sa voix, fasse l'unité allemande. Donc là, même la Deuxième République continue d'avoir une politique qui n'est pas conforme aux idéaux du printemps des peuples. Mais à cette époque-là, il y a quand même des rêves d'Europe. Et les rêves d'Europe, ils sont portés dès 1848-49 par exemple par Victor Hugo. Il y en a d'autres,
grands idéologues européens, plus important que Victor Hugo, mais nous connaissons tous Victor Hugo, et Victor Hugo, il s'appuie sur quelque chose que je voulais citer, que je n'ai pas fait au début, qui est bien sûr Saint-Simon. Hein. Dès 1814, chez Saint-Simon, il y a une pensée de l'Europe. Hein. Donc Saint-Simon, c'est toute l'intelligentsia française du XIXe siècle, hein, jusqu'à Ferdinand de Lesseps. L'Europe aurait la meilleure organisation possible si toutes les nations qu'elle renferme, étant gouvernées chacune par un parlement, reconnaissaient la suprématie d'un parlement général, placé au-dessus de tous les gouvernements nationaux et investi du pouvoir de juger leurs différends. Un texte de 1814, hein, donc de la fin de l'ère napoléonienne. Alors ici, nous avons donc cette Europe dynastique et puis cette Europe des nations et des nationalistes. Hein, le nationalisme s'installe, les dynasties laissent s'installer le nationalisme. Par exemple, l'unité allemande se fonde sur des bases dynastiques et nationalistes, hein, se fait sur des bases dynastiques et nationalistes. L'Italie, ça ne doit pas être bien différent, et c'est la même chose dans la plupart des pays. Et alors, ce rêve, il s'effondre particulièrement en 1870-1871. Ce qui est pour les Français est extrêmement choquant, c'est bien sûr l'annexion de l'Alsace et de la partie germanophone de la Lorraine plus Metz. Alors elle se fait au nom d'un principe qui, au fond, aurait pu être celui de la Révolution française. Ce sont des populations qui parlent allemand, dont la culture est allemande. Bon, les Alsaciens diront non, c'est une langue, mais c'est pas vrai, c'est un dialecte de l'allemand, comme il y en a donc en Allemagne. Mais le problème, c'est que les Alsaciens ne voulaient pas devenir allemands, et les Mosellans non plus. Et donc là s'impose en France, c'est là seulement qu'en France, d'ailleurs c'est une idée qui vient de la droite, au fond, Ernest Renan, l'idée que la nation, ce sont des gens qui veulent vivre ensemble, c'est pas parce que le roi les réunit ou qu'ils sont réunis par la force. Ça vient d'en bas, la nation. Alors, l'Europe, qu'est-ce qu'elle devient? Toutes ces grandes associations qui veulent l'unité de l'Europe, elles ont des publications, et ces publications finissent par s'éteindre dans les années 1870. Il reste quand même de très beaux discours. Je ne peux pas résister au plaisir de vous citer le discours de Victor Hugo, fait au moment de la défaite de la France, j'ai la date 1er mars 1871. Donc l'Empire allemand proclamé à la Galerie des Glaces de Versailles le 18 janvier, et quelques semaines après, donc ce discours de Victor Hugo qui est rentré d'exil. On verra la France se redresser, on la verra ressaisir la Lorraine, ressaisir l'Alsace. Et puis Estou, non, saisir Trèves, Mayence, Cologne, Koblenz, la rive gauche, hein, toute la rive gauche du Rhin. Et on entendra la France crier « C'est mon tour ! Allemagne, me voilà ! Suis-je ton ennemi ? Non, je suis ta sœur. Je t'ai tout repris et je te rends tout à une condition, c'est que nous ne ferons plus qu'un seul peuple, plus qu'une seule famille, qu'une seule république. Je vais démolir mes forteresses, tu vas démolir les tiennes. Ma vengeance, c'est la fraternité. Plus de frontières, le Rhin à tous. Soyons la même République, soyons les États-Unis d'Europe, soyons la Fédération continentale, soyons la liberté européenne, soyons la paix universelle. Et maintenant, serrons-nous la main, car nous nous sommes rendus service l'une à l'autre. Tu m'as délivré de mon empereur, je te délivre du tien. Voilà. Donc un très très beau discours. Et l'Allemagne, elle a été délivrée de son empereur en 1918. Bon, après un massacre qui est à l'origine du communisme, du stalinisme, du fascisme, du nazisme. Donc on entre dans l'époque des guerres mondiales. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de pensée d'Europe? Si, il y a une pensée Europe. D'abord, il faudra en citer une qui est intéressante, de 1915, la pensée de l'Europe centrale. C'est la pensée des libéraux allemands. Les libéraux allemands sont des gens très gentils, très bien. L'Allemagne, contrairement à ce qu'on pense, était un pays qui avait des formes de vie politique tout à fait démocratiques, avec des débats parlementaires, une presse aussi libre, à mon avis, qu'en France. Hein. Sauf, bien sûr, on ne s'attaquait pas trop à l'empereur. Encore, on pouvait attaquer ses proches de manière extrêmement brutale. Et avec une paix sociale, hein, des lois sociales bien en avance sur celle de la France, politique de Bismarck. Alors, la pensée européenne de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, c'est de dire, écoutez, il y a la France, on ne va pas l'annexer. C'est un grand pays. Donc, on ne va pas la toucher, on va lui prendre, on va garder quand même les régions qui sont germanophones. Maintenant, ces régions-là veulent rester allemandes, parce qu'entre-temps, 40 ans ont passé.
Ensuite, il y a de l'autre côté la Russie. C'est un grand pays, et bien trop grand, nous ne voulons pas l'annexer. En revanche, nous pouvons organiser une Europe qui va être très sympathique, que nous allons appeler Mitteleuropa, l'Europe centrale. C'est quelque chose qui va de la Scandinavie, les Scandinaves c'est presque des Allemands, jusqu'à la Turquie. Les Turcs, ce sont nos alliés. Alors il y a un petit obstacle, c'est la Serbie. Bon, ça, on le fait sauter, c'est déjà fait d'ailleurs. Et sinon, tout cela, ça va bien vivre en parfaite harmonie. La capitale, on va la mettre à Prague. Prague, c'est une très belle ville parce qu'on y parle allemand, et puis il y a une petite moitié, maintenant même une grande moitié, maintenant en 1915, qui parle le tchèque. Très bien, qui garde le tchèque. Bon, la langue commune, ce sera l'allemand, que tout le monde saura, les élites le sauront, mais les langues seront respectées, les écoles seront dans les langues locales. Et puis, la population, c'est ça l'idée qui est fascinante dans ce livre, la population qui va répandre la germanité dans l'Europe de l'Est, ce sont nos amis les juifs, parce qu'ils parlent le yiddish, ils lisent l'allemand, ils sont enthousiasmés, leur référence, c'est la culture allemande, et c'est eux qui vont porter cette Mitteleuropa, ce qui d'ailleurs était assez exact, enfin très exact. Il y avait une forte popularité de l'Allemagne dans les communautés juives d'Europe de l'Est, parce qu'en face, il y avait la Russie c'était les pogroms. Voilà, c'est pour dire qu'il y a aussi d'autres pensées de l'Europe, parce que je voulais parler de pensée de l'Europe. Je fais le saut à la Deuxième Guerre mondiale, vous avez aussi une pensée de l'Europe. Dans la Seconde Guerre mondiale, l'Europe hitlérienne, vous entrez les premiers dans la grande famille européenne. Je me souviens, ça c'est une anecdote tout à fait personnelle, de ma grand-mère qui a atteint un âge très avancé et qui disait « Ne me parle pas d'Europe, on ne parlait que de ça pendant la guerre. » Bien sûr, parce que l'Europe, c'était l'Europe hitlérienne, l'Europe contre les races inférieures, contre le bolchevisme. Et puis, il y a des gens qui continuent de renouer un peu avec l'idéal européen. Et là, c'est un diplomate autrichien, Kornhofer-Kalergi, qui crée le mouvement pan-européen. Il y a bien sûr, je saute d'Aristide Briand, il y a une pensée de l'Europe chez ces hommes politiques-là. Stresemann, je ne pense pas. Là, il réunit des élites européennes et il cherche à créer un mouvement d'adhésion à l'idée d'une vaste fédération qui reste quand même assez floue et qui est faite d'en haut, qui est faite par des élites. Donc c'est un mouvement qui a le mérite d'exister, qui a le mérite de mobiliser des élites, mais qui n'a pas au début de longs esquisses de réalisation et qui finit d'ailleurs par se dissoudre. Le congrès inaugural a lieu en 1926 et donc les États qui ne sont pas partis de ce mouvement, au départ, c'est l'URSS, on ne peut pas la mettre dedans, encore que après il semble que la position de Fraunhofer-Kalergi est variée, et le Vatican, on ne peut pas le mettre dedans non plus, et United Kingdom, pas la Grande-Bretagne. Bon, et nous arrivons maintenant à l'époque d'après 1945. Alors là, je me suis permis de reprendre des citations que nous avons entendues tout à l'heure, du traité du jugement de Rousseau sur le traité de l'abbé de Saint-Pierre, que j'ai mis dans un ordre là où Rousseau ne serait pas content. Je n'ai pas respecté l'ordre dans le texte, la chronologie. J'ai un peu joué là-dessus. Alors, première chose, c'est l'idée, ça c'est, je crois, fondamental, c'est l'idée qu'à partir du moment où il y a une logique dynastique ou une logique nationaliste, ou les deux à la fois, il n'y a pas possibilité d'avoir une idée. Alors, ça, c'est pas possible. Donc toute l'occupation des rois, ça c'est la thèse sur le départ, se rapporte à deux seuls objets, étendre leur domination au dehors et la rendre plus absolue au dedans. Bon, j'insisterai surtout sur étendre leur domination au dehors. C'est la notion est de s'agrandir. C'est pour ça que moi je suis absolument scandalisé quand je rencontre sous des plumes prétendument avertis, genre Hubert Védrine, etc., que Bismarck serait un modèle. Il faudrait... non, Bismarck c'est vraiment une pensée tout à fait dynastique, même s'il a joué un peu l'arbitre européen. En fait, c'est une pensée tout à fait dynastique. Il a évolué d'ailleurs. Ensuite, on ne voit point de ligue fédérative s'établir autrement que par des révolutions. Donc c'est la citation par laquelle Philippe Saltel a terminé son exposé. Et c'est effectivement, si nous considérons que l'Union européenne actuelle est le résultat et quelque chose comme une ligue fédérative, comme une confédération, on constatera quand même qu'il a fallu des deux guerres mondiales. Je n'ose pas faire le total des morts et on ne pourra jamais faire le total des souffrances pour que cette chose-là puisse peu à peu se faire.